Bon, on peut commencer. Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Pour celles et ceux qui n'ont pas assisté au webinaire précédent, je m'appelle Briand André, je suis directeur des opérations et cofondateur d'Oversea. Oversea, très rapidement, c'est un commissaire de transport nouvelle génération qui utilise la technologie pour simplifier et optimiser le transport international. On accompagne aujourd'hui plus de 600 entreprises comme Engie, Vinci, De Vialet, Cézanne ou encore Nux dans plus de 60 pays dans leur transport international. Très rapidement, on permet à nos clients de gérer l'intégralité de leur sujet de transport en quelques clics sur notre plateforme web, depuis la cotation jusqu'à la facturation, en digitalisant toute l'expérience client. Ceci étant dit, aujourd'hui, le sujet de ce webinaire est de faire le point ensemble sur ce que l'on peut attendre du marché du fret et le marché principalement du transport conteneurisé à l'import Asie entre la Golden Week qui a lieu en ce moment en Chine et le Nouvel An chinois qui aura lieu en début d'année 2022. Pour rappel, comme d'habitude, n'oubliez pas de poser toutes vos questions à droite dans le chat. On prendra le temps d'y répondre à la fin et on essaiera aussi d'y répondre pendant le webinaire. Je laisse maintenant la parole à Héloïse qui s'occupe du procurement maritime chez Oversea. À toi, Héloïse. Merci Brieux. Alors bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Alors effectivement, comme l'a dit Brieux, nous sommes actuellement en pleine Golden Week et l'objectif aujourd'hui est de voir ensemble comment aborder au mieux la période pré-Nouvel An chinois dans le contexte de crise que l'on connaît depuis presque un an. Pour ce faire, on commencera par un résumé de la situation actuelle de tension en import Asie. Ensuite, nous parlerons des changements récents dans les stratégies des compagnies maritimes et on verra en quoi elles n'apportent pas beaucoup de visibilité dans l'immédiat. Et enfin, nous vous présenterons les perspectives pour les prochains mois et vous partagerons nos conseils opérationnels pour gérer au mieux vos imports dans les prochains mois. Alors, suite à la crise de 2020, la situation en import Asie est toujours tendue. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail de l'origine de cette crise, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé dans nos webinaires précédents. Mais ce qu'on peut dire en deux mots, c'est que le dérèglement du marché du transport que l'on connaît actuellement est une conséquence de la crise sanitaire de 2020 et s'est entretenu en 2021 du fait d'événements tels que la fermeture de certains terminaux portuaires comme Yantian en juin 2021, le blocage du canal de Suez en mars et des événements météorologiques, notamment les typhons et les inondations de cet été. La situation actuelle en import Asie est une conséquence de la crise du transport et est caractérisée par un dérèglement d'ordre à la fois opérationnel et tarifaire. Au niveau des opérations, on a des dérèglements de trois types. Premièrement, les navires sont pleins et la capacité est complètement saturée. On doit prévoir ces bookings de plus en plus en avance. Deuxièmement, les plannings des navires sont chaotiques. On a un manque de productivité des terminaux qui provoque des congestions au port, donc les navires attendent, les escales sont décalées et les transit times sont dégradés. Dernier point, il y a une pénurie d'équipement. D'une part, la flotte de conteneurs a vieilli et n'a pas été renouvelée, mais également les conteneurs sont mobilisés plus longtemps pour un même transport et donc finalement tournent moins. Deuxièmement, la crise a eu d'importantes conséquences sur le prix du transport de marchandises. Quelques chiffres rapidement, les taux de fret ont été multipliés par 6 depuis le début de la crise. En prix catalogue, donc ce qu'on appelle les prix FAK, aujourd'hui il faut compter entre 15 et 20 000 $ pour acheminer un conteneur 40 pieds d'un port chinois à un port européen. C'était environ 2 500 $ fin 2020, à la même période en 2020. La situation actuelle est donc d'arriver à payer beaucoup plus cher pour un service qui s'est dégradé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette crise et les conséquences de cette crise se sont installées sur le marché comme une nouvelle norme et non plus comme un phénomène isolé. On va maintenant regarder les nouvelles stratégies des compagnies maritimes qui donnent le là dans cette crise. Alors, un tout petit peu d'histoire. Depuis le début de la crise, entre fin 2020 et début 2021, les compagnies ont opté pour une stratégie commune, une stratégie de rentabilité. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de leur stratégie tarifaire. Pour ce qui est de leur stratégie en termes de gestion de capacité, je peux vous renvoyer à l'édition du Chargeur de ce matin. Bref parenthèse, le Chargeur, c'est un média gratuit qui résume l'actualité du fret en un email chaque semaine. C'est donc pour vous un outil assez précieux pour se tenir informé efficacement. On va normalement vous afficher un lien pour vous inscrire à l'écran. Alors, les compagnies optent donc depuis le début de la crise pour une stratégie contractuelle et tarifaire commune, en 3 piliers principaux. Premièrement, les taux évoluent plus rapidement. C'est-à-dire que depuis fin 2020, les compagnies mettent à jour leurs tarifs tous les 15 jours. Avant, c'était plutôt une mise à jour tarifaire tous les mois, avec dans les faits des évolutions plutôt faibles d'un mois sur l'autre. Ensuite, les compagnies maritimes ont presque toutes opté pour une offre tarifaire différenciée avec la mise en place de taux premium. C'est-à-dire que sur un axe donné avec une compagnie donnée,
Aujourd'hui, on peut avoir deux possibilités. Soit acheter le fret à un niveau standard, avec une garantie de chargement faible et un préavis de chargement très long, soit acheter le fret à un niveau premium, qui donne la garantie d'embarquer sur un navire plus tôt et une meilleure garantie de chargement sur le navire visé. Finalement, le dernier pilier de la stratégie tarifaire des compagnies maritimes, cette année a été aussi marquée par le refus quasi systématique de la part des compagnies de signer de nouveaux contrats avec des prix préférentiels en échange de volume, ce qu'on appelle des contrats NAC. Aujourd'hui, tout le monde charge au prix public, donc au prix FAC. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que les compagnies étaient avant la crise dans une logique de volume et de part de marché. Elles sont passées avec la crise dans une logique de rentabilité et de place au plus offrant, au détriment parfois d'une notion de partenariat entre compagnies et gros chargeurs. Ce qui est intéressant ici, c'est aussi que cette politique qu'on vient de décrire a été jusqu'ici une politique commune à toutes les compagnies. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En septembre de cette année, la compagnie française CMA-CGM a été la première à annoncer un gel des taux après quasiment un an d'augmentation sans interruption. Peu de temps après, il y a un autre armateur européen qui s'appelle Hapag-Lloyd qui a annoncé suivre la décision de gel des taux. Alors déjà, en termes concrets, qu'est-ce que ça signifie de geler les taux? Au niveau de la période, le gel est intervenu quelques semaines avant la Golden Week, donc début septembre, et est censé durer jusqu'au 1er février 2022, qui est donc le début du Nouvel An chinois. Ce gel des taux concerne toutes les lignes, donc pas seulement l'import Asie, mais également l'export et l'import d'autres régions, et toutes les marques de la compagnie CMA-CGM, comme les compagnies Mercosul, Containership. Ce gel des taux concerne les taux de fret, mais également la PSS, qui est gelée aussi. Et finalement, ce gel des taux concerne les taux FAK, donc les prix catalogues, les prix publics dont on parlait tout à l'heure, mais il ne concerne pas les taux contractualisés. Alors, quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces annonces et quelle est la stratégie des compagnies maritimes derrière? Alors déjà, globalement, c'est une bonne nouvelle en soi pour les chargeurs. C'est le premier signe depuis très longtemps d'une stabilisation des prix et donc d'une fin des augmentations. Cette annonce montre que les compagnies anticipent un ralentissement du marché au long terme, que ce soit à courant 2022, voire même début 2023. En fait, on anticipe une normalisation opérationnelle qui, logiquement, devrait être suivie d'une baisse des taux. Il y a plusieurs éléments qui viennent étayer la thèse d'une normalisation opérationnelle. Premièrement, on a la progression des campagnes de vaccination en Europe et en Amérique du Nord, qui pourraient davantage orienter la consommation des personnes vers les services et moins vers les biens de consommation, et donc relâcher de fait la demande. Les campagnes de vaccination auront probablement également un effet positif sur la productivité des terminaux portuaires en Asie, et donc ça pourrait soulager la pénurie de conteneurs et les retards navires. Dernier point, les nouveaux porte-conteneurs qui ont été commandés par les compagnies maritimes au plus fort de la crise devraient commencer à arriver sur le marché début 2023 et donc renforcer l'offre en capacité. CMA-CGM indique dans son communiqué avoir pour objectif d'accompagner ses clients dans une optique de partenariat long terme. En faisant ce premier pas vers les chargeurs, elle espère donc refidéliser ses clients et surtout les rediriger vers des taux contractuels plus long terme. Alors, on l'a vu, ces taux contractuels sont plus bas que les taux spot, mais ces taux contractuels ont également flambé pendant la crise. Et ce qu'espère la compagnie, c'est qu'en contractualisant dès maintenant, elle pourra bénéficier tout au long de l'année 2022 de taux contractuels hauts, même si les taux spot, les taux marché venaient à baisser au courant de l'année. Ce qu'il faut donc retenir de cette annonce de gel des taux, c'est qu'elle a pour but d'asseoir une stratégie long terme des compagnies. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le court terme, donc entre maintenant et le Nouvel An chinois. Et on va voir dans une troisième partie que ces changements de stratégie auront finalement peu d'impact sur le court terme et que la situation dans les mois qui viennent risque d'être assez similaire à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Tout d'abord, on n'anticipe pas de baisse des taux dans l'immédiat. En fait, le fait que le gel des taux soit une bonne nouvelle, ça montre bien déjà que personne n'anticipe de baisse des taux d'ici février 2022. On gèle les taux, certes, mais à des niveaux qui sont déjà très hauts pour beaucoup de chargeurs. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que CMA et Hapag sont actuellement en tentative d'autorégulation du marché, mais que pour le moment, les premiers armateurs mondiaux qui sont MSC et Maersk et les autres armateurs qui sont très forts sur ce trade n'ont rien annoncé de tel. En fait, la capacité disponible sur le trade en taux FAK de CMA et Hapag, donc les taux gelés, ne concerne qu'une toute petite partie de la capacité globale du trade. En fait, c'est quelques centaines de TEU par semaine seulement pour le marché France. C'est donc insuffisant pour avoir un impact global. Pour le moment, la plupart des compagnies maritimes maintiennent une révision des taux toutes les 2 semaines, ainsi qu'une offre différenciée premium et standard. Ce qui est tout de même intéressant de constater, c'est que dans les faits, les augmentations de taux pour la première quinzaine d'octobre et même la deuxième quinzaine d'octobre ont été assez minimes. Et en fait, c'est ça. Peut-être qu'il y aura un effet de plateau
généralisée qu'on pourra constater seulement a posteriori. Mais aujourd'hui, avec les informations qu'on a, la plupart des compagnies maintiennent un climat d'incertitude quant à l'évolution des prix sur les mois qui viennent. Donc finalement, avant le nouvel an chinois, on n'a pas beaucoup d'évolution à attendre sur les taux de fret. On n'a pas non plus d'amélioration nette à attendre sur la partie opérationnelle. On le rappelle, on rentre là dans une période qui, même hors contexte de crise, est historiquement la période la plus tendue sur le trade Asie-Europe. On a beaucoup d'experts cette année qui affirment que les entreprises ont commencé à déplacer leurs marchandises de Noël plus tôt que les autres années, puisqu'elles anticipent des retards dus à une saturation des lignes. Donc, a priori, pas non plus de nette amélioration à attendre en termes de capacité dans les mois qui viennent. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, on va se pencher sur les recommandations qu'on peut formuler pour gérer au mieux ces imports dans les mois qui viennent avant le nouvel an chinois. On l'a vu, le plus gros problème risque d'être l'accès à la capacité pendant cette période. Le maître mot reste donc d'anticiper ces bookings un maximum. Si, en tant que chargeur, vous pouvez anticiper vos bookings de 4 à 6 semaines en avance, c'est vraiment l'idéal. On peut également vous conseiller, si vous êtes chargeur, de vous rapprocher de transitaires qui bénéficient d'allocations avec les compagnies maritimes. En 2 mots, une allocation, c'est un contrat qui lie un transitaire et une compagnie maritime et qui porte sur une réservation d'espace en avance sur un navire donné. Par exemple, une allocation peut concerner 5 conteneurs par semaine entre Shanghai et Le Havre, ce qui va donner au transitaire en question un accès privilégié à cette capacité, également un accès privilégié à l'équipement. Les tarifs des allocations peuvent varier, mais généralement, ce sont des variations mensuelles et non pas toutes les 2 semaines comme les taux publics. Chez Oversea, comme d'autres transitaires, nous avons des allocations avec des compagnies maritimes. Si vous êtes intéressé par le produit, on vous invite vraiment à nous contacter en fin de webinaire. Enfin, dernière recommandation plutôt opérationnelle, n'attendez pas la dernière minute pour déclencher un plan B si vous avez de la marchandise urgente à faire arriver avant Noël ou à faire sortir d'entrepôt avant le 31 décembre. Vous pouvez basculer sur de l'aérien pour une partie du stock la plus urgente, également basculer sur du ferroviaire. Alors, on ne va pas s'étendre sur le ferroviaire, on a déjà un webinaire dédié au ferroviaire. Sachez simplement que les transit times sont plus intéressants qu'en maritime, les préavis de chargement sont également plus courts, et au niveau des prix, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que les taux premium de certaines compagnies maritimes. Si vous voulez en savoir plus sur le rail, on vous invite également à nous contacter en fin de webinaire. Nous vous invitons également à rester pragmatique vis-à-vis des taux de fret. On l'a vu, le gel des taux concerne finalement une petite partie de la capacité. Il serait assez périlleux d'avoir une logique CMA-CGM ou rien dans cette période. Au contraire, pour le moment, on conseille de continuer à anticiper des variations de taux de fret et toujours de continuer de privilégier les offres premium des compagnies qui le proposent. Dernier point, vous êtes peut-être nombreux à être en train d'établir vos budgets transport pour l'année 2022. Nous vous recommandons de les établir sur des bases réalistes. Vraisemblablement, en 2022, on n'aura pas de croissance exponentielle des taux comme on l'a vu en 2021, mais ce qu'on anticipe, c'est une dynamique de légère hausse, voire de plateau, mais pas vraiment une dynamique de baisse pour l'année 2022. Voilà, je vous rappelle le message principal de ce webinaire. C'est donc qu'il ne faut pas s'attendre à un bouleversement du marché dans les mois qui viennent. Les conséquences tarifaires et opérationnelles de la crise de 2020 se sont installées comme une nouvelle norme sur le marché, avec laquelle il faudra composer encore quelques temps. Cependant, au vu des annonces récentes des compagnies maritimes, on voit pour la première fois depuis le début de la crise des signaux très encourageants de stabilisation du marché, qui pourraient annoncer une inversion de la tendance, mais vraiment au long terme. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Maintenant, on va pouvoir passer aux réponses aux questions. Comme l'a dit Brieux en intro, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On ne pourra pas répondre à tout pendant le temps qui nous reste pour ce webinaire, mais si jamais vous n'avez pas trouvé de réponse à vos questions, je vous invite à me contacter par mail. Il y a normalement mon adresse mail qui va s'afficher à l'écran. Voilà, Brieux, je te repasse la main pour la première question. Oui, on a beaucoup de questions et beaucoup de questions très intéressantes. Une première question d'Alix qui nous demande ces taux gelés vont-ils permettre de charger? Alors, comme vous le savez, il n'y a pas de sécurité sur le chargement à part des allottements, mais on va en parler après. Donc non, ces taux gelés ne vont pas permettre de charger, ou en tout cas, ils ne vont pas vous assurer de charger. On a fait une tribune dans les Échos très récemment. Arthur, notre CEO, a fait une tribune dans les Échos qui dessine un peu cette stratégie des taux gelés. Vous aurez un peu plus de précision là-dessus. Les taux gelés, ce sont des taux FAK. Donc, en fait, vous êtes sûr d'avoir des taux gelés et des taux à ce prix-là en FAK si jamais vous faites charger. Mais évidemment, la priorité sera maintenue pour les contrats à long terme, etc. Donc, aucune sécurité pour les chargements.
Une question d'Hervé qui nous demande qui négocie les taux contractuels directement avec les compagnies, Oversea qui en fait profiter ensuite ses clients. Alors le fonctionnement du fret, il est assez classique et en tout cas il se maintient même dans cette période un peu tendue. Il y a deux façons de négocier. Soit vous êtes un gros faiseur du marché, donc vous avez plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de conteneurs et vous négociez directement avec les compagnies maritimes. Et ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est que ces gros faiseurs-là, donc le plus gros, c'est Ikea par exemple, va faire appel à un commissaire de transport pour traiter ces transports, mais la négociation se passe directement avec la compagnie maritime. Ce qu'on appelle les BCO, et souvent les compagnies aiment bien négocier avec ces acteurs-là pour charger les cales de leur navire et s'assurer que leurs navires sont chargés sur une partie. Ensuite, évidemment, il y a tous les commissaires de transport qui vont négocier, eux, des taux pour faire profiter à leurs clients et surtout des taux contractuels et des espaces. En fait, l'enjeu, il n'est pas de négocier des taux en ce moment, il est plutôt de négocier des espaces. Et ça rejoint la question de Cécile qui nous demande si on a des allocations. Alors effectivement, nous, on a des allocations. On négocie des allocations tous les mois avec les compagnies maritimes. Donc, n'hésitez pas, si jamais, évidemment, les places sont rares, c'est des choses qui ont beaucoup de valeur en ce moment. Mais c'est aussi notre travail, nous, dans cette période très tendue du marché, de réussir à assurer de l'espace à nos clients. C'est ça qui fait la valeur. Je rejoins une dernière question de Madeleine qui disait à juste titre, et je sens la frustration du chargeur qu'on a tous dans cette question. Vous mentionnez souvent l'anticipation, cependant, même en anticipant 3 semaines à l'avance, les réponses des compagnies sont très longues. Ouais, elles sont très longues, mais en fait, l'anticipation, au-delà d'être une simple anticipation où on va attendre la réponse de la compagnie, ça nous permet de voir au fur et à mesure au moment où on se rapproche des deadlines et du chargement, de nous pouvoir mettre la pression à la compagnie et de lui dire attention, on a mis ce booking il y a tant de temps, et nous, ça me permet de faire un monitoring très fin. Je pense que c'est aussi la même chose chez nos confrères. L'idée, c'est plus on a la visibilité sur nos bookings, plus on peut négocier avec les compagnies, les forcer, c'est notre travail à les forcer. Et on peut aussi, si on a 3 semaines à l'avance des bookings, si jamais sur un allotement, si vous n'avez pas eu la chance d'être sur un allotement, mais qu'il y a un allotement qui se libère, ça nous permet, dans ces bookings d'il y a 3 semaines, d'essayer d'en placer un au dernier moment. Donc, c'est pour ça que l'anticipation est importante. Évidemment, c'est pas la solution à tout. Et je comprends la frustration. Parfois, on anticipe très longtemps, même un mois à l'avance, et finalement, au dernier moment, on n'a pas l'espace, on n'a pas le matériel. Voilà, alors une autre question qui a été posée, savez-vous si les compagnies ont prévu des extra loaders avant le nouvel an chinois? Alors c'est une très bonne question, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les stratégies de capacité des compagnies maritimes. Effectivement, les compagnies ont une stratégie de capacité assez opportuniste et les moments où le fret va coûter le plus cher, c'est vraiment les moments où les compagnies vont avoir recours au chartering et aux extra loaders. On sait que par exemple CMA-CGM a prévu au moins un extra loader avant le nouvel an chinois et beaucoup d'autres compagnies vont certainement suivre. En revanche, ces extra loaders vont peut-être plutôt être dirigés vers les clients qui avaient des contrats qui n'ont pas pu être honorés faute de capacité courant de l'année, donc peut-être pas accessibles à tous les chargeurs. Et ensuite, il faut bien aussi se rappeler qu'aujourd'hui, la capacité, tous les navires sont déjà fortement mobilisés, donc il n'y a pas non plus beaucoup de navires qui sont disponibles pour effectuer des rotations supplémentaires. Une autre question, le ferroviaire n'est-il pas lui aussi victime de son succès? Oui, c'est vrai, et ainsi que l'aérien. C'est-à-dire que pendant la période qui va précéder les fêtes de fin d'année, le Black Friday, toutes les modalités vont finalement être dans une logique un peu de saturation. Cela dit, le ferroviaire reste toujours plus simple pour transporter de la marchandise que le maritime. On a quand même des préavis de chargement qui sont moins longs, c'est-à-dire que, je vous disais en maritime, c'est 4 à 6 semaines. En ferroviaire, aujourd'hui, on est plus sur du 2 à 3 semaines pour pouvoir charger un conteneur. Donc, il est plus facile d'accommoder de la marchandise sur l'axe ferroviaire. Question, peut-on avoir le lien du webinaire sur le train? Alors, j'ai vu que Blandine avait répondu. Effectivement, tous nos anciens webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Oversea. Donc, vous pouvez avoir accès au webinaire sur le train, au webinaire précédent sur les stratégies des compagnies maritimes avant et après la crise qu'on n'a pas eu le temps de développer. Donc, je vous invite vraiment à consulter notre chaîne YouTube. Une question de Grégoire qui demande est-il judicieux de négocier avec les compagnies maritimes pour un volume de 400 conteneurs par an? Alors, non, en fait, on n'est pas du tout très protecteur de la négociation avec les compagnies maritimes et on a beaucoup de clients qui négocient avec des compagnies maritimes directement. En revanche, pour un volume de 400 conteneurs par an, ça va être trop faible et le risque, en fait, c'est que votre négociation aboutisse sur des prix qui sont soit mauvais, soit que clairement la compagnie même refuse de négocier avec vous car vos volumes sont trop petits.
qu'on vous conseille, c'est plutôt de vous rapprocher de votre commissaire de transport et d'aller mutualiser un peu vos volumes et de donner de la visibilité sur vos volumes à votre commissaire de transport pour qu'il puisse vous inclure. Parce que si vous avez un commissaire de transport qui négocie sur un trade particulier, un allottement de 5-6 000 conteneurs, en fait, ces 6 400 conteneurs qui vont se transformer grâce à vos volumes va permettre d'avoir potentiellement des meilleurs taux. Et c'est en accumulant, nous, ce qu'on appelle un basket. Donc, on va accumuler plusieurs volumes de beaucoup de clients et nous permettre de mutualiser nos achats et de montrer nos gros bras aux compagnies maritimes pour avoir des meilleurs taux. Donc, avec 400 conteneurs, le plus judicieux, c'est de donner de la visibilité à votre commissaire de transport et de négocier avec lui pour l'aider à négocier lui derrière avec la compagnie maritime. Alors, y a-t-il des ports à privilégier pour éviter au maximum des retards ou du manque de capacité? Ningbo, par exemple, vaut-il mieux que Guangzhou, où cela n'a rien à voir? Alors, si on met à part les facteurs qu'on ne peut pas vraiment maîtriser, type une fermeture ponctuelle d'un port ou les typhons qu'on a eu, par exemple, cet été, on conseille toujours de privilégier les main ports, c'est-à-dire les ports principaux. Ça peut être Shanghai, Ningbo, Yantian, Xiamen, puisque généralement, l'équipement est moins disponible sur les ports secondaires, donc par exemple les ports du Yangtze. Et également, c'est probablement les conteneurs qui vont subir le plus de rollover, donc qui ne vont pas pouvoir être chargés sur le navire visé. Donc, ce qu'on conseille, nous, c'est vraiment de privilégier les main ports. Maintenant, entre Ningbo et Shanghai, sauf événement type une pénurie de conteneurs ponctuels sur l'un des deux ports, on n'a pas vraiment de conseils de port à privilégier. Une autre question. Bonjour, vous parlez de potentielles améliorations long terme. Qu'entendez-vous par long terme? Alors, c'est toujours assez dur de répondre à ce genre de questions puisque on n'a pas vraiment de boule de cristal. Mais quand on dit long terme, et ce qu'on lit dans pas mal d'articles, c'est quand même vraiment fin 2022, début 2023 au mieux. Pour les raisons qu'on a évoquées pendant le webinaire, c'est-à-dire augmentation de la capacité qui n'aura pas lieu avant 2023 et une normalisation opérationnelle qui va arriver mais mettre du temps à se mettre en place et surtout avoir un réel impact sur les taux. Donc, long terme, c'est vraiment minimum, je pense, dans un an. La position très autoritaire des compagnies a-t-elle été fragilisée par cette crise? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on entend par position très autoritaire des compagnies, mais si c'est bien ce que je comprends, pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, les compagnies avaient vraiment une logique de volume et donc se battaient pour récupérer de gros flux, quitte à finalement baisser leur prix et n'être presque plus rentable. Il y a eu d'ailleurs des faillites de compagnies maritimes dans les années qui précèdent. Et justement, pour moi, la crise a plutôt assis la position des compagnies maritimes qui s'imposaient, qui ont fini par avoir le plus de poids par rapport aux transitaires, puisqu'on avait une crise de l'offre et trop de demandes. Deux questions. Une première, c'était est-ce qu'on peut faire du ferroviaire depuis la Malaisie ou est-ce que on peut faire que de la Chine? Alors, la Malaisie, non, on ne peut pas faire de ferroviaire, en tout cas pas à notre connaissance, mais c'est possible que ça se développe. En revanche, on peut en faire depuis le Vietnam. Donc, en fait, ce n'est pas que la Chine. Il y a certains pays qui proposent avec des services qui sont assez compétitifs. Mais depuis la Chine, non, ce n'est pas possible. Depuis, la Malaisie, non, ce n'est pas possible. Autre question des ministres sur la Commission européenne a-t-elle des chances d'obtenir une régulation des taux de fret dans les mois à venir? Alors, ça, c'est des questions évidemment qui sont très complexes et l'interventionnisme de la Commission européenne sur ces sujets de taux de fret. Le problème, c'est que même si à terme, elle était possible qu'elle intervienne dans la régulation des taux de fret, le problème, c'est les délais qui seraient très longs pour réussir à obtenir une vraie régulation immédiate. On n'est pas dans un régime assez autoritaire qui peut permettre d'avoir une action très immédiate sur ces taux de fret. Et par ailleurs, ce qui s'était passé sur souvent ces questions de régulation de taux vont intervenir dans des procès d'entente des compagnies maritimes. Elles ont déjà été par le passé attaquées pour des ententes, notamment sur des routes comme les US, etc. Mais c'est des choses qui interviennent sur le long terme. Et en fait, le marché aura sans doute le temps d'évoluer grandement avant ça. Et en plus, les compagnies maritimes, sans être complotistes, sont habitués à ces sujets-là et se protègent pas mal, donc ils vont anticiper ces sujets-là avant de se faire tomber dessus, quoi. Alors, une question qui a eu beaucoup de votes. Bonjour, pour un 20 pieds de Chine aujourd'hui, 9000. Prévision sur 2022, je pense 9000 de janvier à juin. Et après 6500, qu'en pensez-vous? C'est très très dur pour nous de nous projeter sur des chiffres concrets. Là où on pourrait être d'accord, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, on n'anticipe pas de baisse, donc de janvier à juin. Si aujourd'hui c'est 9000, ça restera probablement 9000, voire même un peu plus. Les prévisions après juin 2022 sont
il me semble un peu trop hasardeuse pour qu'on puisse, nous, s'engager sur une réponse ferme. Mais en tout cas, on va plutôt vers une normalisation opérationnelle et donc une baisse des taux sur la deuxième moitié de l'année, voire début 2023. Donc, en tout cas, la dynamique me paraît assez logique, ouais, en effet. Quel est l'impact de cette pénurie de conteneurs sur le reste des pays d'exportation comme l'Inde, la Turquie? Alors ouais, ça c'est une question très intéressante. En fait, vu que la crise s'est vraiment installée tout au long de l'année 2021, il y a déjà beaucoup de chargeurs qui ont commencé à penser à la relocalisation et au fait de finalement importer d'autres pays, donc ce qui met une pression assez importante sur des pays comme l'Inde et des pays comme la Turquie. Ensuite, il y a une stratégie des compagnies maritimes qui a été de rapatrier les conteneurs un maximum vers les pays du Far East, donc Chine et tous les pays asiatiques, puisque ce sont finalement les routes qui rapportent le plus, qui payent le plus, au détriment parfois de pays comme l'Inde ou comme la Turquie. Donc en fait, la pénurie de conteneurs frappe de manière extrêmement difficile l'Inde et la Turquie également, mais simplement on en parle moins, puisque ce sont des régions d'importation moindre. Bonjour. La situation de rationalisation pénurie d'électricité pour les usines en Chine va-t-elle avoir un impact sur la disponibilité de transport à long terme? C'est possible, tout à fait. Il y a certaines usines qui produisent de moins en moins et c'est dû à la pénurie d'électricité. On ne sait pas encore exactement quel impact ça aura, mais il est possible que ça aille dans le sens d'une normalisation opérationnelle puisqu'il y aura peut-être moins de biens produits et donc finalement une baisse de la demande. Une question aussi sur les stratégies qui est un peu liée à ça, sur les stratégies de sourcing des chargeurs qui vont être modifiées l'an prochain, éviter de sourcer en Chine, qui peut déjà perdre un avantage compétitif. Alors, on avait posé la question à beaucoup de nos chargeurs, parce que c'est des choses qui sont du ressort de la relation entre des fournisseurs et des clients et qui nous échappent un peu, mais c'est toujours intéressant, notamment dans nos discussions avec nos clients, de partager un peu cette expérience. Alors, ce qui était ressorti de ça, c'est qu'effectivement, certains avaient des stratégies assez radicale de changement et qui était en train de se poser vraiment la question de rediriger leur sourcing, notamment vers des pays comme la Turquie ou le Maghreb sur certains produits. En revanche, ce qui était sorti majoritairement, c'est que déjà que les supply chains étaient très bouleversés, que c'était très compliqué de s'organiser. C'était plutôt, comment dire, ils ne voulaient pas, en gros, ajouter à cette complexité opérationnelle qu'ils rencontraient pour le moment un changement de fournisseur qui était quand même des choses assez importantes et assez structurantes pour eux. Donc, je ne pense pas que la Chine soit menacée à cause de cette pénurie de transport d'arrêter d'être l'usine du monde, quoi. Alors, une question sur la congestion des ports en Europe, qui est aussi une question très intéressante. C'est un problème qu'on a eu en Europe après finalement les problèmes de congestion des ports en Chine. Et ça a surtout été important après le blocage du canal de Suez. Aujourd'hui, les ports en Europe sont effectivement congestionnés. La situation la plus critique, je pense, est dans le port de Rotterdam. Donc, finalement, moins d'impact pour les importateurs français. Au niveau des ports à privilégier en France, il n'y a pas vraiment de ports à privilégier pour ce qui est des problèmes de congestion et de transporteurs. En revanche, certaines compagnies maritimes, il est parfois plus facile de charger, par exemple, c'est pas les mêmes lignes. Si vous voulez, pour un conteneur qui va sortir de Chine, ça sera pas le même navire qui va desservir Fos-sur-Mer, Le Havre et Anvers. Donc en fait, certaines fois, il y a plus de capacité sur un navire qui va desservir Fos ou plus de capacité sur un navire qui va desservir Anvers. Du coup, il peut être bon pour les chargeurs aussi d'envisager de changer de port, quitte à payer un petit peu plus cher de post-acheminement pour pouvoir charger plus tôt. Pour ce qui est de la congestion, il n'y a pas vraiment aujourd'hui, en tout cas, dans la situation actuelle, de port à privilégier en Europe. Enfin, en France, du moins. Malheureusement, désolé, on avait dit qu'on tenait le timing de 30 minutes qu'on vient d'un peu de dépasser et je sais qu'il y a encore pas mal de questions. On va essayer d'y répondre dans le chat pour que tout le monde soit, que tout le monde soit satisfait. N'hésitez pas par ailleurs à nous envoyer des mails ou à nous appeler si jamais vous avez des questions un peu précises. On se fera un plaisir d'y répondre et désolé pour la frustration que ça peut engendrer de ne pas avoir de réponse. Donc, on a noté toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre attention et merci à Héloïse pour ce super exposé. N'oubliez pas de vous abonner au chargeur si vous avez des questions. On va vous remettre le lien pour vous abonner et à très bientôt. Merci à tous et à bientôt.